Merci à Benoît Pouvreau pour son invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager ces réflexions autour de Jean Walter et de la Cité Jardin dans ce campus Condorcet que je découvre pour la première fois dans une salle très agréable, vitrée du sol au plafond. C'est un petit peu comme pour Emmanuel Bélanger tout à l'heure, je vais revenir sur un sujet assez ancien qui avait fait l'objet de ma thèse, à savoir l'architecte Jean Walter, une thèse soutenue il y a un petit peu plus de 10 ans, donc le temps passe très vite, ça permet d'actualiser, de mettre à jour un petit peu ces connaissances et puis de les partager avec vous pour en discuter. Je voudrais vous présenter une partie de la production de Jean Walter qui s'est intéressé à la Cité Jardin, pas uniquement à la Cité Jardin. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles il s'est intéressé à la Cité Jardin et s'en est désintéressé parallèlement et dans d'autres temps. Mais en tout cas, il s'agit clairement d'un architecte, ou en tout cas d'un des premiers architectes à avoir connu, réfléchi et appliqué le concept de cité-jardin au tout début du XXe siècle. Et l'une des principales questions qui peuvent être soulignées tout au long de l'intervention, c'est savoir si ce concept de cité-jardin, c'est pour des questions par rapport à une attitude particulièrement attentive et à l'écoute, à l'avant-garde que observait Jean Walter à l'égard des nouvelles formes urbaines, ou si c'était par pur opportunisme professionnel, c'est sans doute un petit peu les deux. Alors Jean Walter, vous avez une photographie de lui au début des années 1950. C'est un architecte qui naît dans le bassin industriel autour de Montbéliard, Belfort, Sochaux, à la fin du XIXe siècle, plus précisément en 1883. C'est quelqu'un qui est issu d'un milieu bourgeois, protestant, qui reçoit une éducation particulièrement stricte et qui va être, par des liens familiaux ou par le biais de l'éducation ou du milieu dans lequel il évolue, être très proche du patronat, à savoir les familles Dollfus, la famille Peugeot, constructeur, qu'on connaît pour devenir l'un des premiers constructeurs automobiles de France, et puis aussi la famille Japy, qui est un des premiers acteurs de la première révolution industrielle et de l'horlogerie dans l'Est de la France. Ce milieu, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est un milieu qui va vraiment l'aider dans ses premières commandes, dans ses premiers choix de carrière, et qui va aussi façonner sa vision de l'urbanisme et de la cité-jardin justement tout au long de sa vie. Alors Jean Walter, dans un second temps, pour pouvoir reprendre l'entreprise familiale qui était une entreprise en bâtiment et travaux publics, va être envoyé par sa famille à l'école spéciale d'architecture à Paris pour pouvoir recevoir une formation relativement courte mais très technique d'architecte. Donc à cette époque, une formation alternative à l'école des Beaux-Arts se fait jour, donc avec cette école spéciale d'architecture qui propose un cursus relativement court, 3 ans. Et Jean Walter va être formé à l'école spéciale d'architecture à la toute fin du XIXe siècle, être diplômé en 1901 ou 1902 avec un certificat de salubriste. Alors ce certificat de salubriste, ce détail, il marque aussi cet intérêt pour Jean Walter et plus généralement cette génération d'architectes, cet intérêt sur la question de l'hygiène, du logement et de la salubrité dans le logement et plus largement dans la ville. Dans le même temps, parallèlement à l'école spéciale d'architecture, Jean Walter ne va pas rompre pour autant avec le milieu duquel il est issu, puisqu'il il loge dans un premier temps à l'Union chrétienne de jeunes gens, qui se trouve dans le centre de Paris, l'UCJG, où il continue à fréquenter le même milieu bourgeois, protestant, peut-être franc-maçon,
Donc les Jules Siegfried, Georges Picot, Georges Riesler et encore la famille Dollfus qu'il continue à fréquenter à Paris. Une fois qu'il est diplômé, il revient donc, dans sa région natale à Montbéliard pour reprendre l'entreprise familiale et il va avoir pour premier client justement ces grands patrons, donc Japy, Peugeot, Dollfus, pour qui il va livrer dans un premier temps des cités ouvrières, des cités patronales, qu'il va faire évoluer très rapidement dès 1905. Jean Walter livre ce qui est, alors bien que assez peu documenté, mais dans les rares publications, ce qui est considéré comme l'une des premières cités jardins, sans doute une cité patronale plus, je dirais, en 1905 avec la cité La Roche à Vougeaucourt, qui fait l'objet d'une publication dans un registre disponible sur le Centre national des arts et métiers. Donc en 1905, cette cité La Roche qui est très peu documentée, et puis un petit peu plus tard, cette cité des Longines que vous avez sous les yeux, qui est construite entre 1907 et 1909 à Valentinier pour le compte de l'entreprise Peugeot et donc des employés et des ouvriers Peugeot, qui elle va être un petit peu plus documentée et va faire l'objet de publications, notamment à travers des publications et des critiques très positives qui émanent du côté du musée social dont Emmanuel Bélanger a parlé tout à l'heure. Alors cette cité des Longines, comme on peut le voir notamment dans le plan masse que vous avez à droite, n'adopte plus le tracé rectiligne et orthogonal strict d'une cité ouvrière. Jean Walter va proposer un dessin beaucoup plus souple, donc avec cette grande allée centrale plantée, ces réseauvières au dessin relativement courbe, cette implantation aussi des maisons en dehors de l'alignement qu'on voit sur l'allée principale, des différents types, une variation des typologies de logements, une implantation qui va se faire en fonction des terrains qui sont alloués. Et cette cité jardin, alors je suis désolée pour l'égalité des clichés qui avaient été pris dans des jours particulièrement sombres à Valentinier en plein mois de novembre, mais voilà, on a vraiment une très grande variété des typologies, des motifs décoratifs qui empruntent à un langage néo-régionaliste de bonne aloi à cette période. Alors c'est intéressant de voir, et j'ai pas réussi au cours de ma thèse à vraiment trouver le lien, mais on peut noter clairement que le voyage de Georges Benoît Lévy en Angleterre sur les premières cités-jardins, donc conçues selon le modèle d'Ebenezer Howard, ce voyage de Georges Benoît Lévy fait l'objet d'une publication en 1904. Je crois que la traduction de l'ouvrage de Ebenezer Howard, Cities Garden of Tomorrow, Peaceful Path to a Real Reform, est traduit en français très peu de temps après. Donc c'est vraiment à l'espace de quelques mois, à peine une année à mon avis, que Jean Walter va assimiler ce concept de cité-jardin et commencer à l'expérimenter en prenant l'occasion de ces commandes patronales. Alors cette cité des Longines, c'était un projet de 300 maisons. En réalité, il y a eu à peu près une vingtaine de maisons, mais comme je vous disais tout à l'heure, cette cité des Longines a été vraiment particulièrement publiée et louangée par des hommes politiques issus du musée social, ce qui vaut donc à Jean Walter un certain succès. Ce succès, il se vérifie aussi par un ensemble de méthodes qu'il va commencer à employer. À savoir, la première chose, c'est une industrialisation et une mécanisation des chantiers accrue et très précoce, avant la Première Guerre mondiale. Pour mémoire, les réflexions de Le Corbusier à propos de la maison Domino et les applications, par exemple, dans les cités ouvrières, se font vraiment à la toute fin de la Première Guerre mondiale, au moment où le taylorisme se diffuse justement à cette période-là.
Ce taylorisme, en fait, Jean Walter en a déjà connaissance avant 1914 et va tenter de l'expérimenter et de l'appliquer dans la construction de ces cités-jardins. Donc on peut deviner sur ces plaques de verre qui sont conservées dans le fond Jean Walter aux Archives nationales, d'abord en haut à gauche une espèce de pompe à béton donc qui montre justement cette mécanisation de la construction et de l'architecture, et sur les plaques de verre à droite, donc c'est des cités-jardins de l'Est de la France, j'imagine du côté de Montbéliard ou Belfort, qui ne sont pas tout à fait identifiés, mais ce qu'on peut voir notamment sur l'image en haut à droite et celle en bas, un système de rails qui permet en fait d'acheminer l'ensemble du matériel, des outils, etc. Et donc ce qui est vraiment est considéré comme une méthode assez pionnière au début des années 1910. Donc on assiste déjà à une construction en série. Ajoutez à cela que Jean Walter, qui est très ami avec l'ensemble du patronat et de ses familles, Peugeot, Dollfus, Siegfried, etc., va tenter dans les années 1900 de faire baisser les coûts de revient pour la construction des cités-jardins en essayant de mutualiser en fait l'achat de matériel de construction, donc en regroupant, en créant des trusts pour pouvoir acheter les matériaux de construction et faire baisser en fait, les coûts de construction et les délais des chantiers de ces cités-jardins. Donc c'est quelque chose qui va être auréolé d'un certain succès, puisque en 1912, dans une publication Art et Décoration, il est fait état que Jean Walter aurait construit 19 sur 22 des cités-jardins en France. Peut-être à vérifier avec Jade sur le répertoire que vous avez initié. Mais en tout cas, c'est sûr que dans toute la région de Montbéliard, Valentinier, Vougecourt, etc., il y a énormément de cités-jardins. Un succès qui est un petit peu plus nuancé dans l'est de la France, dans les environs de Nancy, où Jean Walter tente de s'associer avec des architectes comme Émile André, par exemple, mais aussi d'autres succès, comme par exemple la cité de la Blanchisserie à Thaon-les-Vosges, qui est construite en 1910 et dont vous voyez le permis de construire, le bleu, en bas de la diapositive. Alors à cela, je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une écoute, une avant-garde en fait à propos des nouveaux modèles d'urbanisme. Il y a aussi peut-être un certain opportunisme professionnel qui se vérifie chez Jean Walter, qui ne se contente pas uniquement de construire des cités-jardins. Il expérimente toute typologie de logements sociaux, que ça aille par exemple de la cité patronale et du logement collectif comme la cité Alfred Angel à Belfort en 1913, ou bien encore des habitations à bon marché pour lesquels il va tenter plusieurs concours pour les concours des HBM de la ville de Paris au début des années 1910, et dont certains modèles vont se retrouver construits, comme par exemple le groupe d'HBM, Boulevard Serrurier, dont vous avez une photographie en bas à droite. Alors Jean Walter ne se contente pas de construire uniquement des logements sociaux, il construit aussi des immeubles, notamment des sièges d'entreprise, comme par exemple l'immeuble dit le Lion de Peugeot, qui se trouve dans le centre de Montbéliard, juste face à la gare en 1909. Alors, l'ensemble en fait de cette production construite qui est assez pléthorique, dès les années 1900, va permettre à Jean Walter de remonter à Paris, donc à partir des années 1910, et d'ouvrir son agence, son cabinet à Paris, sans pour autant rompre ses attaches avec sa région natale, mais qui va pouvoir déployer une carrière nationale, voire même internationale, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Parmi les réalisations qui marquent vraiment cette histoire du logement social à Paris, c'est un ensemble que les Parisiens connaissent bien, et notamment les promeneurs du 13e arrondissement et de la butte aux Cailles. Il s'agit de la Petite Alsace, qui a été inaugurée en 1913,
qui est malheureusement très peu documenté, en dehors de permis de construire déposés aux archives de Paris. La société de construction, c'était la société du Moulin Vert, dont enfin, voilà, moi personnellement, au moment de ma thèse en tout cas, peut-être qu'elles ont été retrouvées, mais au moment de ma thèse, je n'ai pas retrouvé les archives de cette société du Moulin Vert. Donc cette petite Alsace, donc avec cette construction tout à fait particulière sur les pentes de la butte aux Cailles. C'est une espèce presque de, enfin pour reprendre une typologie d'un couvent commerce et coopérateur à la Belleville-Oise, va créer une coopérative, enfin va créer avec d'autres amis et coopérateurs une coopérative, c'est la coopérative de Paris Jardin, donc une société anonyme coopérative à capital variable d'épargne et d'habitation pour l'érection d'une cité-jardin dans la région parisienne, sous le régime des lois du 12 avril 1906 et du 10 avril 1908. Donc cette cité coopérative Paris Jardin, elle est vraiment il s'agit d'une initiative privée de la part donc, de Albert Meyer et de ses amis qui se réunissent donc, pour pouvoir constituer un fonds à capital de façon à pouvoir être en mesure de faire l'acquisition d'un terrain en banlieue parisienne, de le lotir et de construire l'ensemble de maisons qui correspond au nombre d'actionnaires de cette société anonyme. La société Paris Jardin, après plusieurs prospections, va pouvoir faire l'acquisition du domaine La Bussière, en 1909, qui se situe à Draveil, dans le sud-est de Paris, donc juste vraiment sur les bords de la Seine. Ce domaine, dont la société anonyme est l'heureuse propriétaire, ce domaine doit faire l'objet d'un aménagement et d'un lotissement. Et c'est dans ces conditions donc, que Jean Walter intervient à partir de 1911, toujours dans des conditions pas tout à fait claires. Il peut y avoir plusieurs hypothèses en fait sur le rapprochement entre Jean Walter et la société coopérative Paris Jardin, peut-être par l'intermédiaire de son épouse Jeanne Walter, qui pouvait être à l'écoute en fait de ce type d'initiative, mais ça reste vraiment à l'état d'hypothèse. Donc en fait, Jean Walter, à partir de 1909, est nommé architecte en chef de Paris Jardin et va être chargé d'aménager, de lotir ce terrain de 22 hectares qui est clos par de très hauts murs. Donc c'est vraiment ce domaine assez magnifique et assez secret dont on ressent encore l'atmosphère aujourd'hui quand on s'y promène, et qui présente vraiment une spécificité de dessin dans le parc, avec à la fois, comme vous le voyez sur la droite, donc des grandes perspectives de jardin à la française, avec des grandes percées, l'aménagement de ce travail optique autour du château qui va se trouver en haut à droite, et ce château qui devient la maison commune de la société coopérative, tandis que sur la gauche, vous avez un dessin beaucoup plus courbe qui, lui, a été plutôt conçu au courant du XVIIIe siècle et qui répond plutôt à cette conception des jardins à l'anglaise, en fait, touffus, avec des hautes futaies, etc. Tout l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir garder cette identité et cette authenticité en fait de ce parc La Bussière. Donc Jean Walter lotit en 300 lots environ ces 22 hectares en laissant intacts les espaces verts ou les bâtiments historiques de ce parc de La Bussière. Donc là on a une vue aérienne où on peut voir cette fameuse allée de la perspective, cette percée, le château de Paris Jardin qui est donc la maison commune, et puis l'ensemble du jardin anglo, enfin voilà, néo-anglais qui va se trouver par ici. Alors donc Jean Walter, l'idée c'est de conserver ce caractère paysager et historique patrimonial
c'est aussi donc de lotir l'ensemble de ce domaine, avec donc cette allée de la perspective et toutes ces maisons qui sont frappées d'alignement pour pouvoir conserver en fait les caractéristiques du domaine de la Bussière. Jean Walter, donc là on a encore d'autres photos qui datent de 1914, donc on a vraiment cette idée de ville à la campagne. Hein. Aujourd'hui l'allée de la perspective est bitumée, mais c'était vraiment ce projet en fait qui était voulu, ce château de Draveil, qui existe encore aujourd'hui et qui est le siège de l'association Paris Jardin, toujours existante aujourd'hui. Et puis ces maisons, alors ici avec des clichés qui sont pris dans des jours moins sombres qu'à Montbéliard et qui montrent justement voilà, toute la luxuriance en fait de cette magnifique cité jardin. Alors Jean Walter est à la fois architecte en chef. Il donne ses services à la cité Paris Jardin pour pouvoir déposer les permis de construire. Il n'y a aucune obligation de la part des coopérateurs pour faire appel à l'architecte Jean Walter. Ils peuvent faire appel à d'autres architectes, mais malgré tout, Jean Walter est sans doute l'architecte le plus représenté de tout l'ensemble. Mais surtout, le rôle de Jean Walter, il se vérifie à titre de négociateur et de représentant auprès du musée social, de la section d'hygiène urbaine et rurale, de ses amis politiques, souvent haut placés comme le ministre Henri Chéron ou bien Jules Siegfried, donc, qui est à l'initiative de la première loi relative aux habitations à bon marché. Il est aussi représentant auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui permet de financer, d'apporter des subventions ou du moins des aides financières et des arrangements financiers à l'ensemble des coopérateurs. Et c'est vraiment ce rôle-là qui est important en fait pour Jean Walter au moment où il participe à cette aventure de Paris Jardin. C'est aussi intéressant parce que ça montre toute l'ambiguïté du personnage, puisque c'est le seul à faire partie de l'aventure de Paris Jardin, à ne pas être sociétaire et bénévole, et à percevoir 5% des travaux sur chacune des maisons. Et en plus, à se construire pour lui et sa famille la plus belle maison face au château de Draveil, qui est celle-ci, en fait. Voilà, ça montre quand même un petit peu déjà l'ambiguïté du personnage, ce qui ne relève pas forcément de friction très très forte jusqu'en 1914, mais ce qui va amener vraiment des grands débats et des grandes polémiques, amenant jusqu'à son éviction au milieu des années 1920. Alors avant ça, et rapidement parce que je vois que je dépasse un petit peu, en fait en tant que représentant grand négociateur, Jean Walter organise avec les coopérateurs de Paris Jardin une grande fête le 21 juin 1914, qui est, selon le journal L'Humanité, pas une fête à proprement parler, mais une véritable démonstration. Cette fête, c'est une manière de célébrer les débuts de l'aventure de Paris Jardin. C'est aussi une manière d'inviter, en fait, les personnes qui comptent à Draveil. Jean Walter met en scène, il est au milieu, la pièce Le Devin du village de Jean-Jacques Rousseau, et il invite un certain nombre de personnalités à venir visiter Paris Jardin, et là on retrouve justement le ministre du Travail Henri Chéron à la gauche de Jean Walter. Donc Jean Walter, c'est l'homme avec ce chapeau, ce chapeau mou en feutre, et puis qui se trouve au milieu. Henri Chéron est à gauche, et je trouve que cette photographie, elle montre bien justement la position assez ambiguë que pouvait avoir Jean Walter, puisque vous voyez que finalement, au fond, presque avec un recul un peu respectueux, où se trouve l'ensemble des coopérateurs qui ne semblent, en tout cas sur la photo, pas invités à discuter avec Jean Walter,
ce haut militaire et le ministre du Travail. Donc on voit bien en fait cette position en fait assez particulière que pouvait entretenir Jean Walter donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc 21 juin 1914, cette fête. Le 1er août 1914, c'est l'éclatement de la Première Guerre mondiale donc, qui va porter vraiment atteinte à la progression du projet de Paris-Jardin, qui reprend en 1918. Jean Walter donc, conserve en fait sa maison, sa famille est encore là-bas, il revient de la guerre blessé, mais en tout cas il y a vraiment une rupture qui se fait. Les discussions deviennent vraiment des disputes entre Walter et l'ensemble de la société coopérative jusqu'à une rupture totale et le solde de tout compte à partir de 1929. Jeanne Walter, l'épouse de Jean, reste sociétaire jusqu'en 1931, donc ce qui pourrait peut-être montrer justement ces liens assez forts entre Jeanne Walter et la société coopérative Paris-Jardin. De son côté, Jean Walter fait complètement autre chose à partir de 1918. Il crée une société de construction très importante, la Société anonyme des constructions industrielles. Alors, quelque part, il s'intéresse toujours à la question de l'hygiène et de la salubrité, mais plutôt que d'expérimenter des modèles de cité-jardin, il va vers l'architecture de la santé, l'architecture hospitalière, avec la construction du premier hôpital en hauteur, donc l'hôpital Clichy à Beaujon, qui est construit en un temps record, seulement 5 ans, entre 1930 et 1935, ou bien encore cette cité hospitalière de Lille, construite entre 1934 et 1959. Mais aussi et surtout, en dehors du fait qu'il devient le grand spécialiste de l'architecture hospitalière, qu'il est un homme d'affaires vraiment voilà, très fort, très pugnace, Jean Walter fait l'acquisition de mines de zinc et de plomb au Maroc, à Zelidja. Il commence une exploitation relativement petite, en fait, en tout cas modeste, dans les années 1930, mais grâce à l'aide du plan Marshall octroyé à partir de 1946, il construit un véritable empire à la fin des années 1940 pour pouvoir, à partir de rien du tout, en plein milieu du désert, construire une ville ex nihilo de 15 000 habitants pour pouvoir héberger et loger l'ensemble des ouvriers français et marocains sur le site de Zelidja. Et bien que là on se retrouve avec un modèle d'urbanisme colonial, c'est vraiment toutes les idées patronales de Peugeot, Japy qu'il avait pu éprouver, dans lesquelles il baignait depuis le début du XXe siècle, qu'il va retransposer 50 ans plus tard dans le contexte colonial. Alors malgré tout, il n'abandonne pas pour autant le modèle de la Cité-Jardin. Alors je pense qu'il avait une agence vraiment multifacette, à la fois agence, entreprise, sous-traitance, etc. On peut citer notamment la Cité-Jardin de Frileuse, qui est construite entre 1939 et 1935 au Havre. Projet construit à moitié, donc sur 1500 logements projetés, seulement 750, dont une grande partie détruite pendant la Première Guerre mondiale. Et encore, malgré toute cette diversité d'activités, la reconnaissance d'une cité-jardin a tourné en Belgique en collaboration avec l'architecte Géo Barizo entre 1949 et 1951. Donc c'est un petit peu comme pour Jade, moi j'ai pas réussi à répertorier toutes les cités-jardins, toutes les réalisations et les projets de Jean Walter. Ils sont nombreux, j'imagine qu'il peut y en avoir encore d'autres. Voilà. Je vous remercie. Merci.